Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Tug. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Hop. Alors comme d'habitude, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde ait le temps d'arriver. Dans tous les cas, pour rappel, il y a un replay qui va être disponible sur YouTube et qui sera donc partagé dans tous les cas sur LinkedIn. Et, on partagera le lien YouTube. Et normalement, si vous êtes inscrit dans tous les cas sur Livestorm, vous allez recevoir un mail avec le replay à la fin de l'événement directement. Donc ça va aller très vite. Vous pourrez partager du coup sans problème. Hop. Et bonjour tout le monde. Tac. Alors pour les questions, on va essayer d'en prendre en live dans le chat pendant la présentation et l'échange. Et n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est dédié à ça, en bas à droite. Si vous avez des questions, on pourra prendre aussi à la fin ou qu'on prendra justement au moment où on aura un petit peu de temps. On va essayer de pas trop parler, mais vu le sujet, il y aura peut-être beaucoup de choses à dire. Bonjour tout le monde. On va commencer à 17h05. Dans 10 minutes. Ça va, Tug? Pas trop de déplacements ces derniers temps? Ah non, ça va. À la maison, content. Ça me laisse du temps justement pour tester toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a un peu partout. Donc Copilot et sur GitHub, on sera globalement, mais également discuter avec toi des nouvelles fonctionnalités de Pacmind et du context engineering globalement. Les voyages Est-ce que sont tu bien arrives à pour ça. suivre? À la maison, c'est bien. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu arrives à suivre toutes ces nouveautés au fait qui sortent, tu vois, côté copilote ou autre, justement? Ou est-ce que même toi, tu arrives à être dépassé des fois par tout ce qui sort chaque semaine? Je suis dépassé. En fait, justement, je pense que dans l'audience, on doit tous être à peu près dans cette situation. C'est-à-dire qu'avec, là, je parle vraiment que de l'IA pour les développeurs et tout ce qui tourne autour, c'est que ça va très, 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 très vite. Et en plus, moi, ma vie est relativement simple parce que je dois me concentrer sur un produit qui est GitHub et GitHub Copilot. Mais les gens qui font de la veille ont en plus tous les autres produits concurrents. Et c'est très, très dur. Donc, c'est les parties, les soirées, des sessions comme on fait aujourd'hui. Et entre vous aussi, c'est très important de partager. Au sein de l'équipe GitHub, on est, je ne sais pas combien on est autour de la partie technique, les solution engineers, les copilot spécialistes, les cloud solution architects, les customer success architects. Et on partage énormément en interne les trucs et astuces, les nouvelles fonctionnalités qu'on a ratées. Et ça fait partie du travail, quoi, de faire de la veille et de partager. Et il faut accepter d'être en retard. Exactement. Super. Bah, c'est une bonne intro. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, on va démarrer. Donc, comme je l'ai rappelé, il y a un replay qui sera disponible par la suite. Et on va essayer de partager aussi quelques liens directement dans le chat. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous retrouver. Comment des gens peuvent te contacter d'ailleurs, Tug? Est-ce que c'est sur LinkedIn ou LinkedIn, ça va être le plus simple, Twitter. Ouais. Et si je ne réponds pas, il faut relancer. C'est ça. Super. Écoute, je te laisse te présenter. Ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui parce que voilà, là, c'est un vrai sujet très chaud du moment. Tout le monde nous pose des questions et ça fait du bien d'avoir un vrai expert qui développe justement exactement dans ce sujet-là pour pouvoir nous en parler. Donc, je te laisse te présenter un petit peu si tu veux. Oui, donc je suis Tugdual Grad. Donc, les gens m'appellent Tug. Tugdual, c'est un prénom breton. Je suis depuis le début de l'année, on va dire copilote spécialiste ou AI spécialiste chez GitHub, mais mon métier pendant les 5 dernières années à GitHub, c'était Solution Engineer. C'était toute la plateforme GitHub. Et là, je vais me concentrer plus maintenant sur la partie IA. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à utiliser GitHub Copilot en septembre 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est sorti en juin 2021 et ChatGPT novembre 2022. Et j'ai subi, utilisé toutes les évolutions. Par contre, il s'est passé quelque chose justement on va dire, il y a 1 an ou 2 qui est vraiment autour du context engineering, ce dont on veut aborder, ce dont on veut parler aujourd'hui. Et Arthur, je t'ai rencontré à Devox il y a 2 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Le stand était en face de celui de GitHub Copilot. On a discuté, on a trouvé pas mal de passions communes, en tout cas sur le développement. Et c'est comme ça qu'on a été amenés à discuter souvent ensemble et parler ensemble comme on le fait ce soir.
Yes. Bah, merci encore une fois d'être là. Effectivement, on s'est rencontrés il y a 2 ans et puis, les sujets sont tellement croisés qu'évidemment, c'est normal qu'on en discute. Moi, de mon côté, donc je suis Arthur Mann, je suis le cofondateur et CPO de PackMind. On aura l'occasion un petit peu de parler de la solution, mais c'est une solution open source qui permet justement aux équipes de faire du context engineering à l'échelle de manière simple et avec tout ce qui va tourner autour de la gouvernance, et cetera, de la centralisation. Donc on en parlera plutôt à la fin de la discussion justement parce que c'est un peu l'étape d'après de ce qui arrive quand on a commencé à avoir des standards, des skills, et cetera. C'est comment est-ce qu'on les maintient à jour, comment est-ce qu'on gouverne un petit peu tout ça. Et du coup, comme je disais, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat en live qui sont en rapport avec le sujet, évidemment. Et comme ça, on pourra y répondre un petit peu pendant la présentation. Vous ne vexez pas si on ne répond pas à toutes les questions. On essaiera d'en garder pour la fin, de garder un petit peu de temps. Hop, je vais partager mon écran. Tac. Alors, je n'avais pas vraiment prévu à la base de présenter des slides, mais j'aime bien illustrer quand même, voilà, avec des trucs que j'ai dessinés moi-même, qui ne sont pas du tout générés par l'IA. Juste pour faire un petit point sur, avant de parler de context engineering, pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on a de l'IA qui est disponible un petit peu partout dans les équipes de dev. Et certaines personnes, au début, justement en 2021-2022, se sont dit ça va être magique, on va résoudre tous les problèmes avec ça, puis avec un petit prompt, je vais avoir une super application. Ça marche bien pour des to-do list ou des exemples simples, mais dès qu'on arrive sur des systèmes complexes ou dans des entreprises, bah, évidemment, on se rend compte que ça ne marche pas très bien, ça nous crée des châteaux de cartes qui sont à 2 doigts de se casser la gueule quand on commence à enchaîner 5-10 commits avec de l'IA. Et ça, c'est un ressenti qu'on a pu avoir personnellement quand on travaille sur des projets. En fait, il y a des études qui sont sorties petit à petit, plein d'études, mais notamment, il y a l'étude Dora. Alors, j'ai vu qu'il y avait Geoffrey Graveau dans l'assistance qui connaît très, très bien. L'étude Dora, justement, de Google, a sorti pas mal d'informations intéressantes sur les entreprises qui utilisent de l'IA. Et ce qu'on voit, c'est qu'individuellement, on a l'impression d'aller plus vite. On va plus vite, on va produire plus de code. C'est très facile de produire beaucoup de lignes de code. Par contre, on a une perte de stabilité sur les logiciels. Ça veut dire que plus on va utiliser d'IA, plus peut-être qu'on va avoir de bugs, on va avoir des problèmes de maintenance, etc. Donc évidemment, ça peut poser problème. D'autant plus que dans l'étude de Dora là, de 2025, ce qu'ils remarquent, c'est que 30% des gens n'ont pas confiance dans le code généré par l'IA ou très peu confiance. Et quand on écoute le discours des gens de Microsoft ou de GitHub, justement, qui disent que l'avenir en 2026, c'est des équipes avec un mélange humain et agent IA, ça fait peur de se dire que 30% des gens ne vont pas avoir confiance en ce que vont produire les agents IA. Ça ne passe pas à l'échelle comme ça, on va dire. On ne peut pas travailler dans une équipe où on n'a pas confiance dans le code qui est généré. Donc, ce qui donne en fait aujourd'hui des entreprises qui ont des gains qui sont assez limités quand on met en place de l'IA, justement, on a des gains qui vont peut-être aussi entre les moins 15, plus 15%, etc. Et en fait, quand on regarde un peu dans le détail, on a l'impression qu'on a des gains qui sont très limités, mais si on regarde des études là, qui viennent de DX, par exemple, DX qui est un peu justement comme Dora, qui fait des études sur l'impact en termes de productivité, de qualité, etc. du code quand on utilise de l'IA. Ça, c'est un des graphes qui sont sortis sur l'indicateur qui s'appelle Change Failure Rate. Il y a les mêmes graphes sur la productivité, sur la maintenance du code, etc. En fait, ça ressemble à ça. Donc, chaque barre que vous voyez ici, ça correspond à une entreprise. Et en fait, au sein même d'une barre, on pourrait faire équipe par équipe. Dans une entreprise, on aurait le même graphe. C'est très, très, très hétérogène. C'était déjà hétérogène avant l'arrivée de l'IA, mais maintenant que l'IA est arrivée, c'est un amplificateur et on voit encore plus les différences entre les entreprises et les équipes. Ce qui fait vraiment la différence, c'est des équipes qui arrivent justement à transmettre leurs connaissances et à transmettre des bonnes pratiques à leurs agents IA. Donc évidemment, on est avantagé si on a déjà une bonne architecture, si on a déjà des bonnes pratiques de base avant de mettre en place des outils comme Copilot. Mais même une fois qu'on a ça, on va mieux pouvoir s'en servir si on commence à lui transmettre tout ça. Et tout ça, ça s'appelle du context engineering. En gros, c'est comment est-ce que je peux transmettre le bon contexte à mon agent IA pour qu'il puisse effectuer une tâche en autonomie sans que j'ai à passer 5 jours à retravailler tout ce qui ne marche pas, etc. Et d'ailleurs, il y a une des phrases justement du rapport d'Evox qui dit que quand les développeurs apprennent à donner à leurs agents IA justement des bonnes instructions et du contexte qui est efficace, ils ont 30% de merge requests acceptés en plus. Donc, ce qui est quand même un impact aussi intéressant. Et sur ce, effectivement, je vais te laisser la parole, Tug, parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça marche concrètement et sur des cas concrets, justement, à quoi ça ressemble sur des projets de pouvoir communiquer avec son IA. Comment est-ce que tu fais?
En fait, déjà, le point qui est important, hein, ce qui est intéressant dans l'histoire que tu viens raconter ou dans les retours, et c'est une discussion qu'on a depuis le début, même depuis le tout début. Alors moi, je vais parler de copilote hein, beaucoup, où on avait les instructions, simplement la complétion, puis après le chat, c'est oh, j'ai pas confiance en GitHub Copilot, le modèle, je sais pas comment je code, il comprend pas mon métier. Tout ça, vous pouvez exactement dire la même chose lorsque vous avez un nouvel employé dans votre équipe. Si demain je rejoins votre équipe, alors vous ne voulez pas de moi dans l'équipe, mais si demain je rejoins votre équipe, vous ne connaissez pas mon niveau, en ce cas, la rigueur, ça, c'est pas très grave, mais comment je vais connaître toute votre base de connaissances, votre métier, les règles que vous appliquez, les frameworks que vous utilisez. Prenez ça juste dans la mémoire, dans votre mémoire, et vous allez vous apercevoir que la façon dont vous travaillez comme ça, c'est relativement simple en fait. C'est vous allez avoir de la documentation quelque part, vous allez partager avec du contenu à droite, à gauche. L'idée du context engineering, c'est d'essayer de faire tout ça, de l'automatiser, de l'organiser pour que le développeur qui utilise de l'IA, ce ne soit pas le développeur qui fasse le travail, ce soit l'IA qui va aller chercher ces informations qu'on lui aura partagées et va les suivre. Et ce que j'aime dire avec un sourire, alors quand j'ai un sourire, ça veut dire que je vais dire une bêtise, c'est à la différence de l'humain, c'est-à-dire que si le jeudi soir vous avez fait la fête, vous allez probablement moins bien coder le vendredi matin que le mercredi matin ou le mardi matin où vous êtes frais. Même si vous connaissez les instructions que vous devez suivre, si vous connaissez les pratiques, dans la réalité, vous êtes fatigué. L'agent, si vous utilisez le même context engineering avec le même modèle, devrait réagir de la même façon. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on l'a testé, on a de plus en plus confiance dans l'IA, ce qui fait que on arrive à ce 30% dont tu parlais. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, si on prend l'exemple de GitHub, sur le source code de GitHub, qui est depuis 2008, 2,5 millions de commits. Alors, je ne sais pas combien on est de développeurs à travailler sur le gros monolithe historique en Ruby on Rails, etc. Il y a un tiers, entre 20 et 30% des pull requests aujourd'hui qui sont 100% faites par l'IA. C'est-à-dire qu'elles sont déléguées. Je ne parle pas de ce que fait le développeur dans l'IA, je parle dans son VS Code ou dans la CLI. C'est juste, vas-y, boss, fais-moi cette tâche. Rajoute-moi un feature flag, reconfigure-moi, rajoute-moi des tests, fixe ça. Et c'est complètement délégué à l'IA, ça travaille. Comment ça peut travailler? Parce que ça a suffisamment d'informations. Il existe en fait, selon les outils dont vous utilisez, certaines façons d'organiser le travail. Et là, moi, je vais vous partager la façon dont on travaille sur GitHub Copilot. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, vous devriez voir arriver la documentation de VS Code. Alors, j'ai commencé par VS Code, mais il va avoir le même comportement dans les IDE qui sont dans les IDE supportés par GitHub Copilot, dans la ligne de commande de GitHub Copilot, sur le coding agent, c'est-à-dire sur la partie qui tourne dans le cloud, mais également dans les autres outils d'IA pour les développeurs, les Cloud Code, etc., vont supporter le même genre de choses. Alors, on ne va pas nécessairement avoir le fichier instruction, ça va s'appeler un cloud.md. Ne soyez pas surpris si moi je prends cette approche, d'accord? Ça va être le même principe. Il faut voir ça comme couche. Il y a différentes couches. On veut pouvoir, dans un premier temps, avoir des codings standards qui sont tout le temps appliqués. On a besoin de quelque chose qui va s'appliquer tout le temps. Par exemple, quand on va avoir de l'accessibilité ou de la sécurité, indépendamment de si je fais du Java, du Python, du Terraform ou de l'Ansible, je veux respecter les mêmes règles pour la sécurité. Si je fais du front en HTML pur, en React, en je ne sais quoi, je veux que l'accessibilité soit commune. Donc tout ça, ce sont des instructions qu'on va faire soit de façon générique sur tout le projet, ou un peu spécialisées sur un ensemble de fichiers et de sous-fichiers. C'est ce qu'on va appeler les instructions. Là, je vais commencer par ça et je vais vous montrer un projet sur lequel moi je travaille. En fait, c'est mon projet, quand je travaille, j'ai un projet qui lie deux de mes passions, le code et la planche à voile. Donc, c'est un site, un peu le Strava de la planche à voile, où j'ai un catalogue là pour me permettre. Tout ça, je l'ai fait en Next.js avec ShadCN. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je déteste le front. Si je n'avais pas eu GitHub Copilot, je serais resté sur mon vieux site en Bootstrap et j'aurais pas touché. Grâce à l'IA, je me suis permis d'apprendre des nouveaux langages et des choses comme ça. Quand je vais voir mon projet, je vais vous montrer un petit peu le projet. Hop, je switch en différentes parts. Donc ça, c'est le back-end, ça, c'est le front-end. Si vous regardez dans GitHub, j'ai plein de choses. Dans le fichier GitHub,
j'ai des agents, j'ai des instructions, j'ai des prompts. La première chose que j'ai, c'est un copilot instruction. Ce fichier-là est le fichier global qui va s'appliquer tout le temps quand je vais poser des questions. Donc là, si je passe en mode agent classique, quelles sont les langues supportées par mon appli? Et je vais prendre un modèle, hop, gratuit, pas gratuit, mais qui ne consomme pas dans mes premium requests parce que c'est simple. Dans ce cas-là, l'agent GitHub va regarder quels sont les outils à utiliser, mettre du contexte, rajouter dans le contexte un ensemble de fichiers. Et vous voyez, il a rajouté systématiquement en premier mon copilot instruction pour comprendre quelle est la règle. Ce fichier-là, dans le contexte de GitHub Copilot, c'est le premier à faire. La façon dont vous faites comme ça. C'est très simple. Je vais aller sur un projet où il n'existe pas. Je vais aller sur un projet, là, j'ai migré une application .NET, une application Java vers .NET. Si je commence ici, je vais dans mon chat, je peux demander à GitHub Copilot, je vais zoomer un petit peu. Ici, je vais lui faire init. Hop, vous faites ça, init. Soit vous travaillez comme ça. Si vous êtes fan de la CLI, si vous aimez travailler plutôt en terminal ou sur un autre IDE, vous démarrez Copilot et Copilot va vous dire, regardez, il n'y a pas d'instruction, je vous invite à travailler avec le /init pour créer ce fichier. Vous choisissez, c'est vous qui choisissez. Et là, on va voir ce qui se passe. Je tape init. Alors là, je le fais dans le chat de VS Code parce que ça me permet de vous montrer le prompt que nous, on a créé pour vous. En fait, le prompt qu'on a créé pour vous, hop, je voulais l'ouvrir, voilà, il est là. Je vais créer une skill qui est de type, je vais utiliser des choses en interne pour faire ça. Je vais regarder le fichier. S'il y a déjà un agent.md, je vais le mettre à jour. Donc, en fait, vous lui dites simplement ce que vous voulez. Et là, il va créer un fichier pour moi, qui va être le premier point qui va s'appliquer systématiquement dès que je travaille. Ensuite, je vous parlais d'accessibilité, de sécurité. Un des défis, c'est comment on fait tous ces fichiers. Alors, si vous commencez systématiquement tout seul dans votre coin, vous êtes perdu. GitHub Copilot, les écosystèmes des autres IA, des choses comme Pacmind, et Arthur en parlera plus tard, comment Pacmind va vous aider à faire ça. On a maintenant des repositories on a des repositories qui vont appliquer certaines règles. Donc, ce qui va se passer, c'est que chez GitHub, on a un repo qui s'appelle Awesome Copilot. Je vais le mettre dans le chat, qui est l'endroit où il faut chercher en premier. Alors ça, c'est un projet open source dans lequel vous allez pouvoir travailler. Et si vous voulez travailler, dans mon cas, vous voyez ici, j'ai un fichier .NET Clinic. J'ai quasiment pas de fichier Copilot ici. Vous voyez, j'ai quasiment rien. Donc, ce que j'aimerais, c'est rajouter un spécialiste du code pour l'accessibilité et pour la sécurité. Je vais aller chercher dans mes instructions ici. Alors, il y a plein de façons de le rajouter. Moi, je vais le prendre par le biais de cette partie-là. Donc, OSOP instruction, je fais quelque chose de global. Et je vais aller chercher la partie OWASP pour la partie sécurité. Je vais faire installer, j'aurais pu le faire. Donc là, il va me rajouter le fichier dans mon projet. Où est-ce que je veux le mettre? Et vous voyez là, il m'a mis un fichier dans mon projet qui va systématiquement regarder ces règles. Et ça, vous pouvez le modifier. Exactement comme je vous le disais, si demain je rentre dans votre équipe, s'il y a une règle particulière sur la sécurité, vous allez faire cette partie-là. Et donc, il y a plein de choses qui vont travailler de cette façon-là. Toutes les discussions sur les performances et sur est-ce qu'un agent.md rajoute par rapport à la skill, par rapport à des instructions, il faut tester ça au cas par cas sur vos projets. Et en plus, ça va varier d'un modèle à un autre, ça va varier d'un outil à un autre. Donc, vous allez tester et vous allez l'appliquer. Mais généralement, de toute façon, sans contexte, surtout dans du métier, c'est-à-dire que faire du vibe coding et créer de nouvelles applications, c'est très simple. Par contre, faire du brownfield, ajouter votre application, comprendre si vous avez un code legacy. Alors moi, je viens du monde Java. Donc, vous avez des différents frameworks que vous avez utilisés dans le temps. Vous avez des façons différentes de coder. Il est important de créer ces fichiers-là. Donc là, moi, j'ai rajouté ici, par exemple, security, et il va s'appliquer systématiquement dès que je vais parler. Vous voyez qu'en parallèle de ça, il est toujours en train de créer mon prompt, mon copilot instruction qui va s'appliquer. Donc ça, il y a une question d'ailleurs. Pardon? Ouais. Il y a une question justement dans le chat. C'est vrai qu'il y a eu des articles récents. Alors, j'avais un avis effectivement sur le Skills vs Agent MD. On pourra en parler après. Les deux sont très utiles, mais il faut les utiliser comme il faut. Mais il y avait une autre question. Effectivement, il y a des articles qui sont sortis en disant que
les agents MD générés par le /init de Copilot ou en gros les trucs générés par IA un peu génériques qui paraphrasent ton code de ton projet n'ont pas forcément un impact positif parce qu'ils vont te faire consommer plus de tokens pour un résultat moyen. Mais en fait, ça rejoint exactement ce qu'on dit et ce que tu racontes, qui est, c'est bien à la limite d'avoir un init de base, tu vois, c'est plus pour moi un exemple ou un truc intéressant pour le projet, mais il faut surtout pas s'arrêter là. C'est pour ça que cette étude dit que c'est pas bon. En fait, ce qu'il faut lire dans l'étude, c'est créer des choses spécifiques à votre contexte que les agents ne peuvent pas trop découvrir, justement sur c'est quoi vos pratiques de sécurité, c'est quoi la cible que vous visez, c'est quoi les contraintes métiers que vous avez, etc. Donc ouais, cet article, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, il est en train de dire, ça ne peut pas être automatique, vous n'avez pas juste à améliorer votre agent comme ça, c'est important d'avoir des trucs spécifiques. En fait, c'est vraiment, il faut le prendre ça comme un bootstrap et après, vous allez travailler dessus. Parce que de toute façon, si on regarde le prompt, il va se concentrer sur certaines tâches. Une architecture globale, comment c'est buildé, quelle est la convention. Et ça, c'est par rapport à du code existant, donc ça va être assez basique et ça peut même être compliqué. Oui, en fait, Frédéric, il faut le voir un peu comme un exemple, comme Damien, il faut le voir comme un exemple, en fait, un point de départ. Si vous regardez après, moi, mon fichier, dans mon projet front, il est tout petit et j'ai référencé deux choses. J'ai référencé le fonctionnel de mon application dans un autre document et l'architecture dans un autre document pour donner cette partie-là que je fais vivre au fil de l'eau. Si votre fichier principal, vous ne l'avez pas modifié depuis le début et que ça fait 6 mois que vous bossez sur le projet, c'est votre instruction.md, copilote instruction, cloud.md, agent.md à la racine, vous avez probablement fait quelque chose qui manque. De la même façon, lorsqu'il y a des outils qui vous permettent de faire du compact sur les agents et des choses comme ça, faites attention parce que l'importance que vous donnez au fichier n'est pas nécessairement la bonne. Donc, justement, la question qu'il va avoir, c'est qu'ensuite, vous voyez ici, moi j'ai créé une instruction pour l'accessibilité, une instruction pour le markdown qui va s'appliquer, pour les TypeScript, vous allez créer à chaque fois. Là, il va y avoir des différences entre les agents.md, les copilot instructions, les cloud.md, etc. GitHub, historiquement, on a un copilot instruction qui est global, qui est ici, et ensuite, on a un répertoire instruction qui est spécifique par rapport à des chemins. L'agent.md, il peut être mis ici et remplacer le copilot instruction, ça va fonctionner de la même façon. Mais aujourd'hui, tous les clients GitHub Copilot ne supportent le agent.md, ça c'est sûr, mais le nested agent, c'est-à-dire pouvoir être mis à tous les répertoires. Donc moi, je suis encore resté au Copilot instruction parce que je travaille avec Copilot 99% du temps, donc ça me convient. Si vous avez vraiment besoin de partager, là, ça peut valoir le coup de créer des agents.md au lieu des Copilot instructions. Et vous voyez ici, j'ai bien les instructions d'accessibilité, de sécurité qui vont me guider. L'autre partie, toujours dans ce système-là, c'est que ça, c'est appliqué systématiquement par rapport aux demandes que vous faites. Donc, quand je vais faire des choses autour du markdown, etc., il va prendre cette partie-là. Quand je vais écrire de la doc, il va me le dire. Donc, c'est juste des instructions qui vont s'appliquer, quelle que soit la tâche que vous lui demandez. Ensuite, si on revient sur la documentation de la customisation de Copilot, il va y avoir des fichiers prompts, des agents de skill et des custom agents. Je ne vais pas aller dans MCP et Hook, ça fait partie d'autres systèmes. On va se limiter aux fichiers relativement simples. Le prompt file, c'est quelque chose qui est historique dans GitHub Copilot. On peut avoir des commandes dans d'autres outils qui sont la capacité, lorsque vous avez posé 2-3 fois la même question, on se dit, mais tiens, en fait, celui-là, j'aimerais bien le réutiliser. Et en fait, c'est relativement simple parce que ce que je peux faire ici, c'est si j'ai besoin d'un prompt, je vais pouvoir dire, allez, hop, je crée un nouveau prompt. Alors là, moi, je les mets dans mon fichier, je le mets dans mon répertoire. On parlera un petit peu justement des défis autour de ça. Et je vais lui dire FR. Donc, moi, ce que je veux ici, c'est que tu me répondes tout le temps quand je pose quelque chose. Donc là, c'est quelque chose qui va être réutilisable tout le temps. Réponds-moi en français et en majuscule avec plein d'emojis. Donc là, moi, je vais vous montrer un truc tout bête. Là, c'est vraiment basique. Dans le contexte de Copilot, et ça, c'est spécifique à Copilot, je vais pouvoir lui dire également, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu utilises un modèle particulier. Quand tu fais ça, je t'autorise uniquement à utiliser le G5 Mini, ce qui va permettre, quand on fait des prompts, de contrôler également sa consommation des premium requests. Aujourd'hui, dans GitHub Copilot, on ne travaille pas avec des tokens, on travaille avec des premium requests en fonction du modèle que vous utilisez.
Donc là, si je ferme tout, j'ai plus de contexte. Enfin, j'ai plus de contexte. J'ai un contexte qui va être uniquement là. Systématiquement, dès que je fais ça, j'ai mon nouveau prompt qui est là, vous voyez, /fr, et qui va s'appeler peux-tu me dire alors, what is Docker, comme ça il devrait répondre en anglais, non, en français, non, what is Docker. Et il va utiliser mon prompt et il va travailler comme ça. Donc ça, c'est une première partie. Moi, ce que j'ai fait ici, alors, je vous en parlerai dans une seconde, ce même prompt, je vais utiliser en back. J'ai un prompt ici qui est mon endpoint. C'est quand je veux créer une API Java, j'ai fait un prompt où je lui dis, quand tu vas créer un nouveau produit, je veux vérifier que tu as bien tout ce qu'il faut, je veux que tu utilises To-Do, je veux que tu crées une branche. Et après, tu vas créer une entité Java, tu vas utiliser ces annotations. Et un point qui est important, prenez cette habitude quand vous travaillez, parce que vous voyez par rapport à la qualité des agents, etc., vous avez du code existant dans votre application. Plus vous allez guider l'IA pour lui dire « je veux que tu codes comme ça », plus ça va être efficace. Par exemple, là, quand je vais cliquer ici, je lui dis l'entité, je veux que tu la codes comme celle qui existe déjà dans mon projet. Comme ça, il va copier la même façon de travailler. Plutôt que de le laisser deviner. Moins on va avoir besoin de deviner ou laisser l'IA deviner, mieux ça sera. Donc ça, c'est les prompts. Mais on s'est aperçu que l'inconvénient des prompts, c'est de devoir laisser la décision à l'utilisateur de faire une tâche particulière. Et là, c'est Anthropic qui a sorti ça, qui a sorti la notion de skills. En fait, comment on continue de spécialiser vos agents, votre IA, par rapport à un besoin métier ou un besoin technique. Ben, les prompts sont intéressants, les instructions sont intéressantes, mais ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est simplement de dire à Copilot, quand je te pose une question, alors quand je dis Copilot et les autres IA, quand je te pose une question, quand je te demande quelque chose, regarde d'abord si tu n'as pas une connaissance particulière qui pourrait aider à faire ça. Mais exactement comme vous, là, il faut vraiment, moi je pense aujourd'hui qu'il faut vraiment voir les agents et les choses comme un humain, pas comme un humain, mais dans la même réflexion avec laquelle vous travaillez. Si, je vais vous prendre un exemple tout bête. Ici, j'ai un prompt, vous voyez. Est-ce que tu peux me créer un fichier Terraform dans le répertoire qui s'appelle IAC pour déployer une nouvelle base Snowflake dans Azure et tu dois me proposer des régions. Si je ne lui demande rien, c'est-à-dire que moi j'arrive sur votre projet, vous me demandez ça, probablement je vais faire du Google, je vais regarder, je vais faire un copier-coller d'un Terraform Snowflake, etc. Et c'est tout ce que je vais faire. Donc là, ce qui se passe, vous voyez, je lui ai demandé explicitement de me poser des questions, donc il me propose des régions. Donc ça, c'est le côté un peu magique de l'IA, c'est que maintenant, il faut vraiment demander à Copilot de vous poser des questions. Contrairement à un humain, il ne va pas se lasser. Vous pouvez lui demander 100 000 questions, vous pouvez demander toujours plus de détails, il va le faire. Contrairement à votre product manager qui, au bout d'un moment, sera fatigué et va vous dire, je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais vous vous débrouillerez. Donc là, je lui ai demandé de répondre à cette partie-là, et il va me faire un Terraform. Il va me faire un Terraform dans cette région-là, très bien, parce qu'il sépare les Terraforms, etc. Mais en fait, il y a quand même une forte probabilité qu'il se plante. Pourquoi? Parce que quelle version du plugin provider Snowflake faut utiliser? Moi, j'en sais rien. Dans votre entreprise, peut-être que vous allez toujours prendre les dernières. Dans votre entreprise, vous allez peut-être dire j'ai besoin de telle version. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une skills qui va permettre de faire ça en se guidant sur ce que je lui ai demandé. Donc, je vais prendre exactement le même prompt avec le même modèle. Alors, quel modèle j'avais pris? Claude Opus. Bon, j'avais pris un modèle assez avancé. Je prends exactement le même prompt. Je vais dans un autre projet qui s'appelle Context Engineering Demo. Je démarre une nouvelle chose. Même contexte, OK, done. Je vais vous expliquer après ce que j'ai fait pour préparer ce travail. Mes ingénieurs, mes équipes de développeurs expérience, mes experts du domaine ont créé ce qu'on appelle une skills. Et cette skills, vous voyez, la première chose qu'il a fait, quand je lui ai demandé, il m'a dit, je veux créer un Terraform file, je vais regarder si j'ai des skills qui sont disponibles dans mon projet. Comme j'ai des skills qui sont disponibles dans mon projet, je vais les appliquer. Donc, quelle région je dois utiliser? Donc, je vais lui dire West US. Et vous voyez, là, il a été chercher tout seul la version du provider qui convient. Donc, on va attendre la création du fichier. Donc, quand j'entends quelqu'un qui me dit aujourd'hui « Oh, j'aime pas utiliser l'IA parce que ça ne code pas comme je veux ben, », je lui dis simplement « Dis-lui ce que tu veux et tu verras qu'il va coder comme tu veux ». C'est vraiment ce comportement qu'il faut avoir. Et là, vous voyez, là, il a été chercher la version
du GitHub Snowflake, donc on va aller voir sur le projet Terraform, normalement, la dernière release, c'est 2.13. Donc, il a été la chercher. Et c'est exactement le même prompt. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma partie, quand je lui ai demandé de le faire, il a été comprendre que j'ai besoin d'un Snowflake. Il a été voir dans le skills. Et le skills, en fait, c'est un répertoire dans lequel vous avez un point MD qui décrit le comportement et qui décrit quelque chose qui est très important, c'est cette description. C'est ça qui va être utilisé par l'IA pour comprendre est-ce que je dois utiliser cet issue ou pas. C'est vraiment comme ça qu'il faut écrire vos skills. Et ensuite, je lui ai demandé, je veux que tu génères un Terraform, et regardez ce que j'ai fait là. Je lui ai écrit explicitement, je veux que systématiquement, quand tu as besoin du provider, tu vas aller le chercher sur GitHub. Donc, si vous avez quelque chose de très particulier à faire, il faut lui dire, alors il faut mettre des majuscules à la rigueur pour dire, attention, je veux absolument que tu fasses ça. Tu as interdiction de modifier du code, etc. Et là, dans ma référence, je vais avoir le command pattern que je vais utiliser, donc il va coder comme j'ai envie, et je lui ai donné un exemple de fichier à la rigueur que je voulais avoir. Et là, vous voyez, même prompt, comportement même prompt, même modèle, comportement. Alors, c'est pas, j'ai pris un modèle moins puissant, bon, il a fait le travail, donc c'est parfait. Donc, la skills, en fait, va permettre de guider l'IA vers ce qu'on a besoin de faire. Et ce qui est intéressant maintenant, en fait, les skills deviennent des outils qu'on va pouvoir remplacer les prompts et les commandes par les skills, parce que regardez dans GitHub ici, si je tape Terraform, comment il s'appelle? Il s'appelle Snowflake. Vous voyez, je peux directement l'appeler ici. C'est-à-dire que soit je laisse l'IA choisir ma compétence, soit je le explicitement par un slash. Ça va beaucoup changer. Je pense que dans les mois à venir, on va faire énormément de skills. Je vais prendre 2-3 skills que j'utilise. Une skills que j'aime bien utiliser, on en parlait avec Arthur, on utilise la même sur cette partie-là, et qui est intéressante dans la partie aussi l'impact que ça va avoir. Je vais sur mon projet front. Alors, vous voyez, il m'a écrit en français en majuscule avec des emojis, très intéressant. Donc, ça, c'était le prompt. Je démarre une nouvelle conversation. Est-ce que vous voyez, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que j'utilise, pour les premiers utilisateurs de GitHub Copilot, on disait attention, le contexte, ça va être ce qui va être ouvert ici. Maintenant, moi, ça, c'est plus quelque chose que j'utilise. J'ai quasiment, alors, je ne suis pas encore passé au mode où j'ai que le chat. Ça, quand j'ai besoin de ça, je fais de la CLI, la ligne de commande. Mais par contre, j'utilise ça pratiquement que pour de la revue de diff, en fait, de ce qui a été généré par l'IA. Je ne tape quasiment plus jamais de code. Quand je tape du code, c'est souvent des markdowns pour décrire mes instructions, donner des exemples, etc. Là, je vais vous montrer quelque chose, un agent que j'ai fait. Je reviens sur les différents types pour terminer cette partie-là. Donc, on a vu les instructions globales, les instructions qui sont spécifiques à un type de fichier, à une localisation, à une action particulière. Les prompts, je vous invite à remplacer plutôt les prompts par les skills aujourd'hui. Ça devrait, parce que ça va être beaucoup plus riche. On a des scripts qu'on peut lancer à l'intérieur. Et les custom agents, si on prend l'exemple de mon provider Terraform, ce n'est pas un bon exemple dans ce cas-là, mais si on prend un exemple de quelqu'un qui fait de l'infrastructure à code et que vous avez des VM à faire et que vous voulez guider en fonction de ce que vous avez besoin, si vous faites de l'Ansible, si vous faites du Terraform, vous n'allez pas utiliser les mêmes règles. Vous allez probablement utiliser les mêmes règles de sécurité. Donc, l'instruction sera la même. Tous ces ports-là doivent être fermés, ces ports-là sont ouverts, les adresses IP sont sur cette range, sur cet intervalle d'adresse, etc. Donc là, vous allez continuer de faire des instructions. Par contre, je vais mettre une casquette d'expert Ansible ou d'expert Terraform ou de front ou de back. Là, typiquement, moi, ce que j'ai fait dans mon projet, dans ce projet-là en particulier, j'ai créé un custom agent, ce qu'on appelle un custom agent. Ici, vous voyez, vous pouvez en rajouter. J'ai créé un custom agent que j'ai appelé QA Analyst. Et d'ailleurs, il y en a un qui existe par défaut dans GitHub, dans la CLI, dans les autres IDE, dans VS Code, c'est le mode plan. Quand vous avez une tâche compliquée à faire, vous commencez toujours par le mode plan. Vous allez sur le plan et vous lui dites, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Il va préparer le travail. En fait, il va préparer un énorme prompt pour vous. Toujours commencer par un plan. Toutes les IA modernes utilisent le plan et ça permet ensuite de l'implémenter. Et en fait, le plan, vous pouvez voir ce que c'est d'ailleurs. Si je vais ici dans VS Code, si je fais plan, vous allez voir à quoi ça correspond. Toujours pareil, je vais vous montrer un petit truc. Je suis un planning agent et tu t'arrêtes. Dès que tu veux faire l'implémentation, tu n'es pas responsable de l'implémentation.
Alors, il y a plein de choses. Pour vous rappeler comment ça fonctionne, vous allez dans VS Code, Configure, et ici, vous avez tous vos agents, le Custom Agent et le plan. Ça vous donnera une idée. À partir de ce plan-là, moi, j'ai créé un agent qui s'appelle QA Analyst, dont le rôle est de regarder mon code s'il manque des tests unitaires ou des tests d'intégration. Donc, la façon dont je le teste, c'est très simple. Et là, par rapport à la question de la personne qui posait si je dois spécialiser sur du front, ça peut être une idée. Ben là, je vais faire ici, je vais lui dire QA Analyst, analyse le projet. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, parce qu'en fait, tout le prompt va être dans le Custom Agent. J'ai mon chapeau d'expert, donc il va travailler. Il va prendre un certain temps, donc j'ai déjà lancé cette tâche précédemment. Je vais vous montrer. Donc, il va prendre les fichiers qui vont bien par rapport à ça. Je vais aller ici, je vous ai montré ici, voilà, je l'ai fait tout à l'heure, il y a 1 heure, on préparait la réunion. Je vous montre le résultat. Le prompt, il est tout bête, hein. Analyse project, avec le QA Analyst. Il a regardé, il m'a dit, voilà ce qui est couvert, tes tests unitaires sont couverts à ce niveau-là. Par contre, il manque tous ces tests unitaires dans tes services. Les tests end-to-end, voilà ce qui manque, voilà ce qu'il y a et voilà ce qui manque. Moi, je ne suis pas assez confiant aujourd'hui dans l'IA pour lui dire implémente-moi tous ces tests. Parce qu'en fait, c'est la partie qui va être critique dans mon implémentation. Qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, si vous regardez en bas, alors, sauf qu'il ne l'a pas parce que je l'ai déjà fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais switcher. Il m'avait posé 2 questions. Est-ce que tu veux implémenter ou est-ce que tu veux créer des issues? En fait, moi, je vais lui dire, dans ce cas-là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu crées des issues. Et donc, il va prendre le plan, tout ce qui est le résultat de ces tests, le résultat de l'analyse du code. Il va prendre mes skills qui sont là pour créer des issues et il va créer des issues et des sub-issues dans mon projet. Donc là, en fait, je suis parti, j'ai fait le travail d'un tech lead, d'un expert QA, entre guillemets. Je lui ai spécifié exactement ce que tu voulais. Tu bosses, tu prépares le travail, tu crées ensuite des issues. Là, il va appeler les serveurs MCP de GitHub, mais si vous êtes sur Jira, sur Azure DevOps ou sur d'autres plateformes, vous avez pareil la possibilité de vous connecter. Et ce qui est intéressant dans l'issue, dans la skills que j'ai créée, que j'ai utilisée ici, GitHub Issues, il va regarder s'il n'y a pas des doublons. Avant de créer, il va regarder s'il n'y a pas déjà une issue qui correspond à ça. Donc là, il va créer les issues. Mais supposez que vous avez une idée. Vous savez, le cerveau, il marche très, très vite. J'ai une nouvelle idée. Je vais dire, oh tiens, j'ai une nouvelle idée. Le marketing m'a posé cette question. Je vais dire, peux-tu, hop, je passe en mode agent et je vais lui dire, hop, parce que je veux que ce soit détaillé, je vais quand même faire de l'opus. I need a new screen to upload a user profile image. Can you create an issue? Vous voyez, je switch de contexte très vite, tac, je crée une issue. Je crée une demande pour créer une issue. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, vous voyez, je travaille sur plusieurs agents en parallèle dans VS Code. Vous pouvez faire la même chose dans la ligne de commande. Donc là, normalement, je suis en train de créer ici les issues. Il est en train de les créer, c'est parfait, je vous reviendrai dessus. Et là, j'ai une autre idée, j'ai le support qui m'appelle et qui me dit I cannot connect to port 8888. Can you create an issue? No code for now. Je ne veux pas qu'il analyse le code, j'ai juste envie de créer l'issue parce que c'est une tâche sur laquelle je vais travailler par la suite. L'IA, il ne faut pas la voir uniquement comme vous permettant d'aller plus vite sur certaines tâches. Surtout, vous allez vraiment exploiter l'IA quand vous allez pouvoir travailler en parallèle sur plusieurs tâches. C'est là où vous gagnez énormément. Si vous êtes capable de déléguer plein de tâches en parallèle, vous allez voir une augmentation de votre productivité, même si c'est un terme que je n'aime pas, qui va être assez conséquente. Je vais aller sur mon projet et on va regarder les issues qu'il est en train de créer. Hop, je vais ouvrir un nouveau terminal. Hop, il manque un B. Il y a des questions sur quand il crée des issues, est-ce qu'il est capable de rajouter des tags, des choses comme ça automatiquement? Oui, en fait, non. Là, ce qu'il va faire, c'est que il a rajouté automatiquement. Alors, tiens, c'est bizarre, il n'a pas créé. Il doit me demander de valider. Non, voilà, elle est là. Celle-là, si on regarde ici, il a créé un template feature. Il a utilisé mon template feature. Il a rajouté des tags AI on announcement. Il a deviné que c'était un announcement. Et moi, dans mon skill, je lui ai demandé. Donc,
j'ai la liste des fonctionnalités, j'ai un premier acceptance criteria, donc une première itération. Et logiquement, je dois avoir un bug qui a été créé. Voilà, cannot connect to the backend API. Et vous voyez, il a utilisé un système différent, il a utilisé un template différent. Ce template, moi, je ne l'ai pas mis dans mon repo GitHub, il est dans la skills. La skill est dit, tu vas utiliser le serveur MCP, tu vas regarder si tu dois faire un update, tu vas vérifier si ça existe et compagnie. Et quand tu vas créer l'issue, tu vas t'appuyer sur les templates. Et là, j'ai les templates qui sont dans ma skills. Et l'endroit où je lui ai dit, juste pour la démo, je lui avais rajouté cette ligne ici, hop, en lui disant, rajoute le label AI. Donc, quand tu crées comme ça, on sait que ça vient d'eux. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment une autre façon de travailler. Ça va permettre d'accélérer. Et avant de te donner la main, je voudrais montrer un tout petit truc. La dernière démo que je veux montrer, c'est que là, je n'ai pas généré beaucoup de code. J'en ai pas généré du tout, je crois. Et par contre, si j'ai besoin d'écrire des tests, voilà comment je vais le faire. Je vais aller dans mon issue. Alors, moi, je suis sur GitHub, donc j'ai l'avantage de pouvoir utiliser pas mal de choses. Donc, si j'ai envie d'ajouter un end-to-end testing, ce que je vais faire, je vais demander depuis mon issue à GitHub de, hop, crée-moi automatiquement le test de façon autonome dans un agent qui tourne sur le cloud, avec soit le choix du modèle, soit le choix de l'agent, si j'ai besoin de spécialiser. Et là, en fait, il va créer une branche, créer une pull request et il va travailler tout seul dans son coin. Et comme ça, je vais valider ce test-là, je vais le merger. Dans mon cas, Jérémy, mon template ici, moi, je l'ai mis dans le skills. Il est ici. Mes templates, ils sont dans le skills. Comme ça, tu peux les adapter à tes besoins. Donc, quand tu vas les chercher sur Awesome Copilot, dernier petit truc, quand j'ai besoin de spécialiser quelque chose, si je ne connais pas, je cherche sur Copilot Instructions. Voilà, par exemple, ici, j'ai migré. Alors, si vous êtes familier avec Java, vous connaissez l'application Pet Clinic de Spring Boot. Elle a été entièrement réécrite en 2 prompts par GitHub en .NET, mais moi, je n'y connais strictement rien à .NET. Quand j'ai open sourcé le projet, les experts .NET m'ont dit « Oui, mais tu n'utilises pas ça, tu n'utilises pas ci. » Bah oui, je n'utilise pas ça, j'utilise pas ci parce que je n'y connais rien en .NET. Comment je deviens un expert de .NET? Moi, jamais. Mais par contre, je peux demander à GitHub Copilot de le devenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Awesome Copilot, je vais aller sur les agents ici. Hop, on va le faire ensemble. Et vous allez voir, la problématique qu'on a ici, c'est comment je partage tous ces fichiers avec mon entreprise, parce que je ne vais pas demander à chaque développeur de cliquer à chaque fois. C'est ce que je fais là, ce qui n'est pas grave. Mais dans l'entreprise, on va avoir des choses un peu plus critiques à faire. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, un petit bug. Là, je vais chercher C#. Hop, alors, .NET. Et même .NET, je n'arrive pas à l'écrire. Il est où? C#. C dièse, voilà, ça va peut-être mieux. Donc, j'ai un expert C#, donc je l'installe dans VS Code. Hop, il est installé dans mon projet final, donc je le mets dans GitHub agent, donc vous pouvez mettre dans Cloud ou dans d'autres endroits, un C# expert. Je vais très vite. J'en prends un deuxième, j'ai un janitor, et je vais lui demander une tâche particulière. Et là, volontairement, je vais passer par la ligne de commande juste pour le faire. Je pourrais faire exactement le même prompt dans GitHub ici. Je vais ouvrir le terminal. Là, je sais pas, les agents n'ont pas été montés parce que je viens juste de les installer. Ouais, ils ne sont pas encore installés. Donc, ce que je fais, c'est que je redémarre mon copilote. Si je regarde ici, j'ai des agents. Voilà, j'ai C# expert et janitor. Donc, j'ai maintenant un expert parce que je vais lui dire, hey, can you, alors on va le faire avec 2 agents en parallèle. Fleet, can you use the C# or .NET Janitor C# expert with the model Opus 4.6 to analyze the code and create report in expert.md. Moi, je n'ai pas envie qu'il modifie le code, j'ai envie de comprendre. And another agent with C#, the .NET Janitor with GPT 5.3 codex for the same doc. Donc là, en fait, je demande à GitHub Copilot
il va me démarrer 2 agents en parallèle, avec 2 custom agents en parallèle, 2 profils pour m'écrire de la doc. Alors, l'idée, c'est généralement, quand on va vers une flotte d'agents, c'est pour faire la même tâche. On va plutôt écrire moi la doc d'un côté, rajoute-moi des tests, etc. Mais là, vous voyez, là, il va créer un C# Expert en utilisant Opus, un C# .NET Janitor en utilisant 5.3. Et vous voyez que malgré les typos, il a été capable d'analyser le code. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que GitHub Copilot va m'aider à comprendre mon code pour l'améliorer. Et vous voyez, je ne vais pas demander de modifier le code. Je vais demander, crée-moi de la doc. Comme ça, je vais essayer de comprendre. Si j'ai des questions, je demande de la clarification. C'est pour Rachid, pour répondre à ton commentaire, en fait. C'est que là, je ne lui demande pas d'écrire le code directement. Je lui demande de me former, utiliser l'IA pour apprendre des choses. Donc, on va revenir à une question qui est plus importante, c'est comment on partage tous ces fichiers. Parce que là, moi, je vous avez vu, je les ai cherchés sur Awesome Copilot, et aussi comment on en rajoute et on les manage. Je pense que Arthur, tu as plein d'informations à nous partager. Yes, il y a pas mal de questions auxquelles on répondra, je pense, à la fin sur justement comment tu sélectionnes. Est-ce que c'est plutôt une instruction? Est-ce que c'est plutôt un skill? Est-ce que c'est plutôt un custom agent, etc. Évidemment. Hop, donc attends, je repartage mon écran. Tac, c'est parfait. Effectivement, la vraie question, en fait, et le vrai sujet, c'est que pour nous, ces différents éléments, donc les standards, les commandes et les skills, ça doit être quelque chose qui doit être en 2026 presque plus important que le code. Pour moi, c'est plus important que le code. Parce que c'est des choses qui vont amener les agents à générer du code. Donc, quelques erreurs dans un fichier d'instruction, c'est peut-être des milliers de lignes de code qui ne vont pas être bonnes. Donc, en fait, il faut les traiter, ces items, ces skills, ces commandes, ces standards, vraiment comme des entités qui sont super importantes. Et donc, il faut un système de review, et donc, il faut un système de partage, etc. Il faut pouvoir les tester. Donc, toutes ces questions, effectivement, on essaie d'y répondre avec Pacmind. Donc, c'est un projet qui est open source. Je vous partage le repo ici. Vous pouvez utiliser la solution, tester, rajouter des stars. Allez-y sur le repo open source, ce sera très cool. Vous avez la version cloud ou on-prem. Mais en gros, comment ça fonctionne? Dans Pacmind, vous allez retrouver tout ce que tu as montré, Tug, des standards qui sont un peu toujours vrais. C'est des règles sur le code, par exemple, sur comment j'utilise des loggers, des exemples positifs, négatifs de code. Des commandes qui sont, comme tu dis, vont peut-être être regroupées avec les skills sur plutôt des workflows. Donc, comme tu me mettais tout à l'heure, c'est les commandes, c'est j'ai étape 1, j'identifie un bloc de code dupliqué, étape 2, je fais le test, etc. Et les skills, avec le skill GitHub XU, par exemple, que tu avais ici. Et tout ça, on va pouvoir les regrouper dans des packages. Donc, on va faire un package front-end, un package architecture hexagonale, un package back-end, ce que vous voulez. Et ces différents packages vont pouvoir être distribués sur plusieurs repos et sur plusieurs types d'agents en même temps. C'est-à-dire que je peux dire que j'utilise Copilot, et puis Claude, et puis Cursor, et Juni, et puis GitLab Duo, etc. Donc, en fait, ça va me permettre de centraliser et de distribuer facilement ces différents outils. La question, c'est comment est-ce que je crée justement tout ça? La première chose que les équipes nous remontent, c'est OK, je sais qu'il faut communiquer avec les agents, mais qu'est-ce que je leur transmets comme information et comment je capture tout ça? En fait, quand vous utilisez Pacmind, dans l'onboarding, on vous dit d'installer Pacmind CLI. Et quand vous installez Pacmind CLI, vous faites un Pacmind init sur un projet. Il va vous dire, tiens, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises Cloud, Code, Cursor, Copilot, etc. Et quand je lui dis, j'utilise par exemple Copilot, il va me créer des skills liés à Pacmind. Donc justement, c'est encore un exemple de comment on utilise les skills. Je vais avoir un skill pour créer des commandes, créer des standards, un skill pour créer des skills, etc. Et donc l'intérêt, c'est que pour toutes les personnes de mon projet qui n'ont même pas besoin de connaître Pacmind, vu que les skills sont rajoutés dans GitHub, là ici dans le point GitHub, en fait, j'ai amplifié mon Copilot avec des capacités de Pacmind. Et donc, quand je dis à Copilot, crée-moi une skill à partir de comment est-ce qu'on utilise notre design system, là, il va me poser des questions, il va utiliser mon skill qui est ici, etc. Et il va aller créer le skill qui va bien, il va le mettre dans Pacmind, etc. Donc, en fait, je vais pouvoir créer très facilement des choses intéressantes sur le projet. On a un cas avec un client, par exemple, qui avait fait une migration de Postman vers Playwright, qui a pris un projet type Playwright, qui est le projet cible, qui a dit du coup avec Copilot et Pacmind, crée-moi les skills autour de la migration, etc. Et derrière, il s'est servi de ça pour dire sur un projet qui était encore en Postman, fais-moi un audit et montre-moi ce qu'il faut que je modifie, etc. Donc en fait, on va comme ça spécialiser effectivement les agents. Et ce qui est intéressant après, c'est quoi le cycle de vie de ces outils? Parce qu'évidemment, s'ils ne sont pas à jour, ça va être une catastrophe. Et donc pour ça, on est en train de développer différents outils, justement, par exemple,
si je dis à Copilot, tiens, utilise ma commande ou mon skill pour faire une extraction de composants React, etc., il va le faire. Et si je lui dis ajoute à la fin une étape qui est de créer un item storybook, par exemple, donc je lui demande de modifier en fait ce qu'il m'a fait, on va avoir une skill de Pacmine ici, qui est à gauche, qui s'appelle Capture Playbook Update, qui va aller, donc elle fonctionne avec un hook aussi. On n'a pas parlé un truc des hooks, mais les hooks, c'est des choses déterministes qui sont lancées quand vous terminez une conversation, par exemple, avec Copilot. Et donc, à la fin d'une conversation, on a le hook de Copilot, du coup, qui va trigger le skill qui est ici, qui va aller faire une sorte de résumé de la conversation, qui va regarder s'il n'y a pas des éléments intéressants et qui va demander à l'utilisateur, tiens, est-ce que tu veux pas que je rajoute des tables justement dans ton truc, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces skills, on peut en avoir plein d'autres, du type, je vais me brancher avec le MCP à Slack ou à Teams, je vais regarder les communications de la semaine et je vais créer des choses à partir de ce qui s'est dit dans la semaine, ou je vais regarder les commentaires de merge request sur GitHub sur le dernier mois, et en fonction des commentaires de merge request, je vais te proposer justement de mettre à jour tes trucs. Et une fois que tout ça, en fait, c'est mis à jour côté VS Code, en fait, ça arrive dans Pacmine, mais ce n'est pas automatiquement déployé pour tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit, c'est des fichiers qui sont importants. Donc, s'il y a quelqu'un qui, le soir à 17h30, dit à Copilot, arrête de faire des tests end-to-end parce que je n'ai pas de temps, j'ai envie de me barrer, il ne faut pas qu'il y ait la règle, arrête de faire des tests end-to-end à partir de 17h qui soit valable pour tout. Donc, évidemment, tout ça, ça arrive en fait dans une partie Review Changes qui est ici. Et là, on peut voir que j'ai des commandes, des standards et des skills qui sont en attente de validation. Et donc, on voit, par exemple, que j'ai une modification que j'ai faite ici où j'ai édité des étapes, j'ai rajouté une nouvelle étape qui est d'ajouter une storybook, etc., une étape storybook. Et donc là, je vais pouvoir modifier, valider tout ça, etc. Donc, on a une histoire de gestion de droit dans Pacmine, on a une histoire un peu de structure comme dans Notion où vous avez une organisation qui est votre entreprise et ensuite des sous-parties qui sont des équipes, en fait. Et donc, vous allez pouvoir comme ça promouvoir un standard ou un skill à un niveau organisation, l'utiliser dans plusieurs équipes, etc. Et le but de Pacmine, justement, c'est de pouvoir gérer tout ça, voir qu'est-ce qui est déployé en live sur quel repo, qu'est-ce qui est à jour, pas à jour, on gère les versions, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ce système de passage à l'échelle, de gouvernance, etc., qui est assez important, parce que sinon, on le gère, comme tu disais, Tug, c'est uniquement des fichiers Markdown dans des repos. Donc, on commence à avoir des entreprises qui font du copier-coller de Markdown d'un repo à l'autre, etc. Bon, ça devient un petit peu le bazar. Donc, c'est assez important, justement, de bien pouvoir gérer tout ça. Donc, si vous voulez utiliser Pacmine, allez-y, hein, c'est open source, etc. On a un autre projet, d'ailleurs, que je peux présenter, qui est le Context Evaluator qu'on a sorti il y a quelques semaines, qui permet d'évaluer la qualité de notre contexte. Donc, on met notre repo GitHub ou un repo, même, vous pouvez l'installer en local. Et une fois que vous le lancez, en fait, vous allez… Alors, je vais en prendre un au hasard, ça va peut-être pas être gentil. Non, je vais prendre celui de… Bon, j'en sais rien. Je prends Logstash. Les pauvres, ils n'ont pas une très bonne note. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lance sur un projet, on va aller regarder est-ce qu'il y a des fichiers, justement, AgentMD, est-ce qu'il y a des fichiers skill, etc. Est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils n'ont pas d'opposition, justement? Est-ce qu'ils ne sont pas trop gros? Est-ce que le nom est cohérent, etc. Et on va proposer des suggestions. On va dire, en fait, ton fichier AgentMD, il faut le changer. Bon, là, dans ce cas-là, par exemple, il n'y a pas de fichier AgentMD, donc, et tu as pourtant 578 fichiers Ruby, donc c'est quand même pas terrible. Et en fait, on va pouvoir proposer des rémédiations, donc soit directement dans Pacmine, soit dans l'application. Ici, on va vous dire, on vous propose de modifier ça, etc. Je vais partager le lien du Context Evaluator. C'est un petit projet annexe, hein, mais qui est assez intéressant pour se rendre compte de est-ce que notre projet est AI ready ou pas, on va dire. Donc, est-ce qu'on a assez de contexte justement pour fonctionner? Donc, c'est tout ce que je vais présenter sur Pacmine, parce qu'il nous reste assez peu de temps. Mais j'aimerais bien, du coup, discuter avec toi, Tug, de c'est quoi pour toi le bon ratio, tu vois, de fichiers AgentMD, de skills, etc. Et quand est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est plutôt un custom agent, un skill ou quelque chose qui doit être dans une instruction? C'est quoi tes règles un petit peu si tu devais rajouter des choses dans le Copilot? Alors, le bon ratio, honnêtement, je ne sais pas. Dans le sens où, tiens, j'ai l'impression que je partage encore mon écran ou pas? Ouais, tu le partages encore. Ouais. Je ne sais plus comment on arrête le partage, mais bon. Pas grave. En fait, là-dessus, je n'ai pas vraiment de règles, plus parce que je manque d'expérience sur les très gros projets. D'accord? Sur le projet GitHub, alors là, je ne suis pas un core développeur de GitHub, mais on a plein de fichiers d'instruction. Et on a quelques agents, et on commence à avoir des skills, mais les skills, c'est quand même relativement récent.
Donc, je n'ai pas sur le ratio, je ne sais pas. Par contre, sur la façon dont je réfléchis quand je vais rajouter quelque chose, j'ai systématiquement un copilot instruction, l'équivalent du Claude.md ou d'agent.md à la racine, qui va définir les choses de base. Notamment, un exemple tout bête, c'est que dans ce fichier-là ou dans celui qui référence, c'est que si je fais du front, je vais lui dire tout le code source du back, il est à tel endroit, ce qui me permet en fait à Copilot d'aller chercher automatiquement des choses dans un autre repo s'il y a besoin. Ce qui me permet de lancer dans mon front, liste-moi toutes les API qui ont été implémentées sur mon client, qui ont été implémentées sur le serveur, qui ne sont pas encore sur le client. Ben là, en fait, ça, je le mets dans mon Copilot instruction parce que c'est global, ce lien-là. Les instructions spécifiques, c'est vraiment plus pour des règles métiers à un instant T. Alors, quand je dis des règles métiers, ça va être la sécurité, les règles de codage pour le front, etc. Parce que je peux les typer et je peux les orienter. Alors là, je parle de fichier instruction dans GitHub, où je vais pouvoir dire c'est //src/ts, par exemple, et je vais pouvoir dire c'est pour mes tests ou pour mes taxes. Je vais pouvoir orienter, ils ne seront utilisés qu'à cet endroit-là. L'avantage de faire ça, c'est que ça va aussi réduire ce qu'on va envoyer. C'est-à-dire que si vous avez des agents, des très gros fichiers partout, il va les mélanger. Donc, l'idée, c'est plus d'essayer de les targeter. Mais c'est assez empirique. Les prompts, je pense que je ne vais plus les utiliser parce que je vais faire des skills, quitte à ce que la skill ne soit pas très compliquée, mais je vais faire des skills. Parce qu'il peut deviner tout seul comment l'apprendre et je peux faire /. Je peux faire /Arthur si j'ai besoin de contacter Arthur. Alors, ça sera une skill au lieu d'être un comme ça ne change pas beaucoup. Ce que j'aime avec les skills, c'est qu'on peut lancer des scripts, on peut faire des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Donc, si vous avez besoin, là, je suis en train de travailler sur une petite démo. Imaginez, vous n'êtes pas sur GitHub, vous n'avez pas d'automatisation pour faire vos release notes pour un projet. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que je fais une skill qui va aller chercher dans mon repo Git le dernier diff, qui va analyser le résultat, etc. Donc là, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment compliquées. Et ça, c'est vraiment puissant. Les custom agents, moi, je le vois vraiment comme je mets un chapeau, c'est un personnage, je suis un expert d'un domaine particulier. Si on revient aux instructions et aux skills, quand je vais créer une issue, c'est indépendant du langage de programmation, c'est indépendant de ce que je fais. Donc, une skill, elle va être réutilisable quel que soit ce que je fais. Si j'ai des instructions, ça va être lié au langage de programmation. Mais par contre, si j'ai une instruction autour de la sécurité, elle est globale, que je sois un expert Java, un expert TypeScript ou un expert Shell ou PowerShell. Donc moi, mon custom instruction, c'est quand j'ai une tâche un chapeau à mettre très particulier. Je suis expert de la qualité, voilà comment je veux que tu travailles avec le code. J'ai besoin de faire un audit. C'est un agent très particulier qui fait que de l'audit, qui diminue le nombre d'appels, qui va diminuer le nombre d'outils. Donc c'est plus vraiment le chapeau que vous allez mettre. Je suis un codeur ou je suis quelque chose qui veut réagir de cette façon-là. Quelqu'un parlait d'écrire de la doc. Typiquement, pour écrire de la doc en français ou en autre chose, je vous invite à faire un custom agent qui est un doc writer dans lequel vous allez dire je veux utiliser Mermaid et Markdown, je veux toujours que tu écrives en français. Comme ça, quand vous mettez votre chapeau, j'écris de la doc, il va savoir faire tout seul. Et vous n'allez pas avoir oh zut, il est en train de m'écrire du code en plus d'écrire de la doc. Non, il est là uniquement pour écrire de la doc et c'est de la doc fonctionnelle ou technique. Vous pourrez lui dire même dans ce cas-là, quand tu écris de la doc, je veux que tu lances un serveur MCP Playwright pour faire des captures d'écran de mon autre partie-là. Et tu as spécialisé ce custom agent. Ouais. Super, ouais. Bah, écoute, je vois qu'il y a encore pas mal de questions, je pense, dans le essayer chat. de répondre à certains trucs. Donc, Johan, pour les tables, oui, tu peux mettre dans le template. Français ou anglais, alors, vous avez vu, moi, j'ai switché un petit peu, j'ai principalement tapé en anglais. Alors, c'est plus parce que je travaille en anglais, d'accord? C'est une habitude. On a beaucoup de clients qui font tout en français. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mélanger, d'accord? Ça, c'est très important. Vous avez une nouvelle fonctionnalité dans la CLI de GitHub qui est amusante, qui m'a dit, attention, tu as mélangé. Là, je peux lui dire, peux-tu m'analyser? Je vais le faire en anglais. Can you analyze all my sessions and improve? Vous voyez pourquoi j'ai besoin de l'IA, c'est que je ne sais même pas taper pour improve
my use of Fleet. Là, il va analyser toutes les sessions. En fait, ce qui est intéressant avec cette tâche, et vous pouvez faire la même chose entre guillemets, vous pouvez demander à Copilot ou à l'IA, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Là, en fait, ce que fait cette commande, elle est expérimentale encore dans la CLI. Quand vous avez indexé, c'est-à-dire qu'il y a une commande index, réindex, là, elle va stocker tous vos prompts et tout ça dans une base de données SQLite. Et après, quand vous pouvez l'analyser, poser des questions sur votre historique. Et là, elle est en train d'analyser, de trouver, vous voyez, il fait du SQL sur la base locale. Tout est local, il n'y a rien envoyé. Donc là, c'est aussi une façon d'améliorer son travail. Et par rapport au français ou anglais, ben là, typiquement, il pourra peut-être te dire, arrête d'écrire en anglais parce que tu écris tellement mal en anglais qu'il faudrait peut-être préférable d'écrire en français. Il vaut mieux faire une bonne phrase en français qu'une mauvaise phrase en anglais. Quand j'ai vu la fonctionnalité de réindex avec la base de données SQL locale sortir, ça montre vraiment une direction des différents outils vers on va essayer de rentrer dans une boucle d'amélioration continue par rapport aux discussions qu'on a avec les agents, par rapport, tu vois, aussi aux commentaires de merge request, etc. Donc, c'est vraiment là où c'est intéressant. Tu vois, nous, dans PackMind, on a vraiment travaillé sur la partie technique et humaine de comment tu gères la validation, le cycle de vie, etc. Et maintenant, avec Copilot et les différents outils, c'est très facile de faire des skills pour des communications Slack. Tu vois, il y a des clients qui font un skill qui est je me branche à Jira et je regarde les bugs que j'ai eu le dernier mois. Et en fonction des bugs, propose-moi des skills ou des instructions qui me permettent d'éviter les bugs que j'ai eu. Par exemple, s'il y a un bug il y a eu trop d'appels HTTP d'un coup, etc., bah, tout seul, il va aller chercher, tu vois, et regarder dans le code le fixe qui a été fait et nous proposer une instruction. Donc, c'est assez infini. En fait, tu pourrais dire, connecte-toi à Medium, regarde tous les nouveaux articles qui sortent sur React et fais-moi chaque semaine, tu vois, un truc sur ça, etc. Donc, c'est vraiment super de pouvoir créer des skills comme ça qui vont être utilisés ponctuellement et qui sont sur une verticale précise pour s'assurer justement que tout est bon. Et ensuite, là, ce qu'on n'a pas montré aussi, c'est tous les autres agents qui existent dans GitHub, qui vont être le coding agent, la revue de code, la sécu, etc. Mais tout le travail que vous faites en termes d'investissement sur comprendre comment marche le contexte, c'est quelque chose qui va vous aider dans toutes les phases de développement. Vous voulez transformer GitHub Copilot en un outil qui va vous permettre d'aider à écrire des requirements, en fait, vous allez créer une skill ou créer un template. D'ailleurs, je pense qu'elle existe. Si je regarde ici dans les skills, hop. Il y a pas mal de repos d'ailleurs, de marketplace comme ça, Ouais, de il y en a skills plein, qui voilà. sortent. Il y en a plein. Oui, ici, en fait, là, alors, c'est pas moi qui l'ai créé, celui-là, il existe. Il va définir, voilà, quel est ton rôle. Ton rôle, c'est d'interviewer l'utilisateur, de poser des questions. Ensuite, tu vas faire des requirements, ça va ressembler à ça. Le template à la fin va ressembler à ça, etc. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va souvent avoir des développeurs et des développeuses qui vont travailler énormément très proche du code avec l'IA. Vous allez percevoir que qu'au moment où vous allez accélérer, il y a un déclic. Il y a un moment où je dis, mais attendez, là, ça fait une semaine, je n'ai pas écrit une ligne de code. J'ai développé des features, j'ai fixé des bugs, je n'ai pas touché à ma ligne de code. Je sais que ça peut choquer certains, mais c'est comme ça. C'est vraiment ce qui arrive aujourd'hui. Quand vous arrivez à cette étape-là, on passe à l'étape suivante, c'est comment je peux accélérer ce qui est en aval et en amont, c'est-à-dire l'écriture des specs, la validation des specs, la clarification des spécifications, pour ensuite passer, pareil, sur la partie QA, test, etc. Puisque, en fait, la revue de code va se faire de la même façon. C'est-à-dire une petite démo que j'aime bien faire sur la revue de code, alors je vais le faire très rapidement ici. Supposez que je fais, comment s'appelle mes JSON, FR JSON. Je fais une petite faute de frappe, d'accord? Celle-là, je l'ai ratée, je me suis trompé, j'ai fait un copier-coller, j'ai raté quelque chose. Avant de faire le commit, ce que j'aimerais bien, c'est faire une revue de code. Je n'ai pas besoin d'aller sur la pull request, je vais ici dans mon change, soit je le fais dans la ligne de commande et je peux lui dire, alors ici pareil, on a plein de façons de le faire, je peux faire un review ici. Il n'y est pas, je n'ai pas dû activer la bonne feature, mais il est ici, c'est-à-dire qu'ici, je peux faire un review, hop, d'accord, il va me revoir le diff où je le fais ici et il va me revoir. Et là, en fait, il va analyser avant mon commit en respectant les instructions. Alors, moi, je n'en ai pas fait spécifique pour la revue de code, ce qui répond à Albert.
c'est que vous pouvez spécifier de la revue de code pour cette partie-là. Et vous voyez, il m'a dit ici, oh tiens, regarde, tu as fait une faute de frappe. Celle-là, il y a 9 chances sur 10, si vous avez un énorme fichier JSON comme celui-là, que vous l'ayez raté quand vous allez faire la pull request sans l'IA. Tous ces trucs-là de tests, de commentaires, de typos dans les fonctions, dans les paramètres, etc., vont être pris en compte. Là, je n'ai même pas committé, donc je peux faire apply et go next. Et là, pareil, j'ai dû faire des fautes de fois. Il manque la CDI. Ouais, c'est très bien. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas fait dans la pull request. Là, c'est indépendamment si vous êtes sur GitHub ou pas. Ça marche côté client. Et évidemment, si vous êtes sur GitHub, vous allez avoir la possibilité de faire la même chose ici. Et là, on a un impact très, très fort sur… ici, je peux demander à Copilot de faire, de faire la revue de code. Ça a un impact très fort sur la vélocité de vos projets. On a des métriques, alors je ne l'ai pas fait sur mon projet, je le ferai plus tard. On va voir le nombre de jours que vous gagnez parce qu'en fait, énormément de temps sont perdus dans la revue de code. L'IA va vous aider sur cette partie-là. Vos instructions et votre façon de préparer le travail est la même, que vous soyez pour écrire du code, pour comprendre du code, pour de la doc, pour sécuriser. Alors, pas au sens, ça ne remplace pas les SAST, mais vous aider à comprendre les outils. Ouais, c'est top. Et quand on parle de context engineering ou de harness engineering, qui est le terme encore plus précis, il y a aussi une chose, c'est que c'est important de mélanger du non-déterminisme avec les instructions que tu vas avoir en aval et en amont, tu vois, sur la partie revue de code ou quand tu vas écrire du code avec Copilot, et aussi un peu de déterminisme avec des custom linters, avec du Sonar, avec des outils comme GitHub Code Quality, ou du Prettier, ou du ESLint, tout ce que vous voulez, ou des tests unitaires, des tests end-to-end, ou du typage fort avec des langages fortement typés, des choses comme ça. En fait, tous ces checks un peu déterministes qui vont assurer la qualité et surtout la cohérence de ce qu'on a, ils deviennent super importants en plus des instructions de copilote parce qu'effectivement, c'est non déterministe. Donc, une fois de temps en temps, ça peut passer à côté d'un skill ou d'une instruction. Donc, c'est vraiment bien de mixer les deux. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais dans Pacmine, pour tout ce qui est standard, donc vraiment des instructions avec des exemples de code positif, négatif, on génère une règle de custom linter, justement, qui permet de checker de manière déterministe dans la CI ou dans l'IDE ou en pré-commit hook, pour voir si jamais il y a des soucis ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que c'est déterministe, que c'est pas cher parce que c'est un programme qui se lance et on est sûr au moins d'avoir un filet de sécurité. Donc, ça rentre. Super. Merci tout le monde. Ouais, je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, le seul petit truc, c'est lié un peu aux questions d'Albert, tout ça, c'est ces fichiers-là, ça se teste comme quand vous testez du code. Alors, il n'y a pas de test automatique et il n'y a pas de test d'intégration. Mais quand vous créez vos instructions, quand vous créez vos skills et tout ça, il faut les tester. Et ne pas hésiter à partager avec vos équipes. Ça, c'est très, très, très important. Et Pacmine est vraiment intéressant pour ça, pour diffuser l'information et automatiser cette partie-là. Tout à fait. Ouais, c'est très lié. Effectivement, on revient sur une problématique un peu culturelle et humaine après qui est comment est-ce qu'on communique dans les équipes sur ce qui est important comme pratique ou pas. Comment est-ce qu'on valide ça? Comment est-ce qu'on le partage d'une équipe à l'autre? Donc, on retrouve un peu les côtés chapter dans les entreprises, chapter front, back, etc. Communauté de pratique où on discute autour de tout ça. Sauf que là, c'est plus juste pour des êtres humains où on doit travailler sur la formation, etc. et la revue de code manuelle. Mais ça va être pour créer des instructions pour les agents. Et toi, tu utilisais le parallèle d'un développeur qui a trop picolé le jeudi soir, Tug. Moi, je prends le parallèle souvent avec, tu vois, les White Walkers dans Game of Thrones ou des zombies qui sont jamais fatigués en fait et qui font toujours la même chose tout le temps. Donc effectivement, c'est pas déterministe, mais on garde une cohérence et ça devient super intéressant. Super. Merci beaucoup. Je partage juste ce petit point important parce qu'il faut vraiment… Ce soir, vous êtes ici dans le call, c'est vraiment intéressant et que vous êtes intéressé. Là, chez Spotify, les meilleurs développeurs, donc les meilleurs développeurs. C'est pas parce qu'il y a souvent cette discussion, c'est pour les fronts, c'est pour les juniors, etc. Non, c'est-à-dire que l'impact, les développeurs les plus expérimentés, au bout d'un moment, vous voulez vous intéresser au code le plus pointu, et ça, vous pourrez toujours le faire, mais également, vous allez vous concentrer sur la valeur que vous ajoutez dans l'entreprise, c'est-à-dire donner du business, donner des features. Chez Spotify, le CEO disait que depuis décembre, les meilleurs développeurs n'ont pas pissé la ligne. Ils n'ont pas touché à la ligne de code. Ça a été fait par l'agenti. Et Spotify utilise Cloud Code, GitHub Copilot,
Et je pense qu'il doit y avoir du curseur, mais en tout cas, je sais qu'ils utilisent ces deux-là. C'est vraiment un travail où on est en train de changer énormément, énormément notre façon de travailler. Et de façon provocante, provocative, je ne sais plus quel est le bon mot, mais je vais demander à l'IA, c'est si vous pensez que votre métier, c'est de pisser la ligne, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et ça, moi, j'ai 3 fils qui sont développeurs, qui ont 22, 26, 22, 24 et 26 ans. Et pourtant, je n'ai pas peur pour eux. Par contre, je leur ai dit, si vous voulez rester dans le développement, soit vous êtes un gourou d'un domaine particulier, vous êtes l'expert de l'indexation des bases de données et vous allez bosser en C++ dans la gestion de la mémoire et des accès disques. Ce n'est pas le cas. Donc, si vous êtes en informatique de gestion, l'informatique technique, etc., il faut apprendre à coder avec l'IA. Et d'ailleurs, je pense que les vieux comme moi, on a beaucoup à apprendre des jeunes développeurs qui vont avoir appris à coder avec l'IA. Je suis complètement d'accord. Une source d'inspiration et peut-être un sujet pour un autre webinaire. Tout à fait. Il y a des avenirs, mais effectivement, il faut prendre la vague et il faut réussir à avoir de l'impact dans les entreprises et à créer de la valeur. On n'a jamais été payé pour créer des lignes de code, on a toujours été payé pour créer de la valeur dans les entreprises. Et effectivement, avec l'IA, ça nous permet d'avoir une chaîne de bout en bout de création de valeur qui est plus efficace. J'aime bien dans la démo quand tu montres, Tug, l'interface carrément de GitHub directement pour dire depuis la merge request, je peux assigner, etc. Les gens oublient ça. On est toujours dans notre IDE focalisé sur l'IDE avec le code. Mais en fait, la chaîne complète, tu vois, depuis le Figma jusqu'à la création de ce qu'il y a derrière ou même du GitHub Spark, etc. Enfin ouais, voilà, ou le GitHub Copilot. J'aime beaucoup cette interface parce que voilà, on change de paradigme, on n'est plus sur c'est quoi l'intention, c'est quoi l'idée qu'on a derrière, qu'est-ce qu'on veut créer. Et ça marche super bien, quoi. Oui, moi, vous avez besoin d'un sujet pour faire un webinaire, pour répondre à un CFP, utilisez l'IA. Inspirez-vous. Après, il faut adapter le contenu, il faut que ce soit humain, mais par contre, inspirez-vous de tout ça. Super. Merci tout le monde. Merci Tu encore une fois pour ta participation et puis pour tous les échanges. Comme on disait, voilà, si jamais je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, je vais repartager aussi mon LinkedIn. N'hésitez pas à retrouver Tug aussi sur LinkedIn, le mail. N'hésitez pas à nous poser des questions de manière asynchrone. Et à la prochaine pour un autre webinaire. Merci encore Tug. Salut tout le monde. Bonne fin de journée du coup. Au revoir.